Mardi 21 janvier 2025, bonsoir chers téléspectateurs et merci de nous avoir choisis pour vous informer. Dans les actualités de ce jour, page économique pour commencer, un montant de plus d'1 milliard d'euros est octroyé par l'Allemagne, la France et l'Union européenne pour soutenir Madagascar dans les investissements en faveur de la jeunesse, de l'économie verte et bleue ainsi que des énergies renouvelables et durables. Ce financement s'inscrit dans le cadre de la stratégie conjointe européenne ou SCE, principalement destinée au développement de la région du sud-ouest de Madagascar. Plus de détails avec Roudzou, Christelle Rakoutmalal. Les pays membres de l'Union européenne, à savoir l'Allemagne, la France et l'Union européenne, regroupés sous l'initiative Global Gateway, unissent leurs efforts pour le développement de Madagascar. Ils utilisent pour cela la stratégie conjointe européenne avec un financement total de plus d'1 milliard d'euros, dont 447 millions d'euros émanant de l'Union européenne, 198 millions d'euros de la France et 150 millions d'euros de l'Allemagne. La Banque européenne d'investissement participera également à hauteur de 168 millions d'euros pour financer l'énergie. L'utilisation de la SCE correspond parfaitement à la politique générale de l'État. Et c'est principalement la région Atimoan-Jefan qui en bénéficiera, précise le ministre de l'Économie et des Finances, Rabar Nirinarsan Rinja Asmbelu. Les projets concerneront le soutien aux jeunes, l'économie verte et bleue et les énergies renouvelables et durables. La SCE a été officiellement signée à Touliar par les ambassadeurs des trois parties, l'Allemagne, la France et l'Union européenne. Ensuite, la diplomatie malgache ne cesse de prendre de l'essor en ce moment à l'égard de l'ouverture de Madagascar aux pays africains, aux îles voisines et aux autres pays du monde. Récemment, la ministre des Affaires étrangères malgache a effectué une visite officielle en Tunisie pour renforcer les relations diplomatiques et économiques entre les deux pays concernant les accords de partenariat d'investissement entre Madagascar et les Émirats arabes unis. L'État malgache finalise les détails actuellement afin que les Malgaches puissent bénéficier davantage de ces accords. Natei Rakoutma, vous sur les images de Nzar Ranjiansu. Les Émirats arabes unis envisagent d'investir jusqu'à 1 milliard de dollars à Madagascar. Cet investissement concerne plusieurs secteurs de coopération comme les énergies renouvelables, la sûreté aéroportuaire, le transport aérien, l'agriculture et bien d'autres. Pour ce faire, un accord de coopération d'investissement doit être établi sur les secteurs d'investissement. L'État malagasy est actuellement en cours de finalisation des détails de cet accord de partenariat d'investissement selon la ministre des Affaires étrangères, Assat Arafar Vaftafk. Le but est que Madagascar puisse bénéficier davantage des intérêts relatifs à ces investissements afin d'améliorer l'économie du pays à travers ces secteurs d'investissement des Émirats arabes unis, qui sera le plus grand investisseur de Madagascar. Cet accord d'investissement nous sera bénéfique sur plusieurs points car il permettra la création d'emplois, surtout pour ces milliers de jeunes qui intègrent le monde professionnel tous les ans, la construction de plusieurs infrastructures qui répondent aux besoins des touristes comme ceux qui viennent des vols directs des Émirats arabes unis, inaugurés au mois de septembre dernier. Ces infrastructures hôtelières accroîtront également les offres dans le pays en matière de logistique et divers secteurs, ce qui, dans sa finalité, améliorera l'économie du pays et l'image de Madagascar à l'international et attirera encore plus d'investisseurs, selon la ministre des Affaires étrangères malagasy. Cet accord sera plus que bénéfique pour Madagascar, ajoute la ministre. Dans cette optique de recherche des intérêts de Madagascar à travers les relations internationales, la ministre Assat Arafar Vaftafk a également fait le rapport hier de sa visite officielle à Tunis, capitale de la Tunisie, suite à une invitation au mois de septembre 2024. Outre la relance des relations entre Madagascar et la Tunisie, à travers la signature d'un accord cadre de coopération entre les deux pays, il y a eu aussi la signature d'un accord de partenariat dans le domaine des télécommunications et du numérique. D'autres secteurs de coopération ont été aussi évoqués, comme le secteur du tourisme, l'agriculture, l'industrie et le commerce. Dans la foulée, la Tunisie est en train d'examiner la demande de soutien de la candidature de Madagascar à la présidence de la Commission de l'Union africaine, comme la ministre en a fait la demande officielle durant sa visite dans ce pays. Cette dernière a également rencontré la diaspora malagasy en Tunisie.
Et le prix du riz commence à baisser, allant jusqu'à 770 arrières le capoc du riz importé. Si la plupart des prix du riz local est moins de 1000 arrières le capoc actuellement, le ministère de l'Industrialisation et du Commerce poursuit son objectif de faire baisser le prix du riz suivant les instructions du chef de l'État, et cela a porté ses fruits. Le but est de baisser le prix du riz à 750 arrières le capoc en un mois. Plus de détails avec Natera Koutmaouf ou Enzar Ranjianso. Plus de 10 jours après la décision de l'État de baisser le prix du riz pour que les Malagasy puissent bénéficier d'un prix juste sans prise de bénéfices abusives, cela a porté ses fruits actuellement. Dans le but de coordonner cette stratégie de la baisse du prix du riz, le ministère de l'Industrialisation et du Commerce a mis en place un plan de travail en partant par les chaînes de distribution, notamment un dialogue entre tous les acteurs et le ministère afin d'intégrer toutes les parties prenantes pour veiller aux intérêts de la population. Cela a permis ainsi l'augmentation de l'offre, ce qui a eu pour conséquence la baisse du prix du riz au niveau des détaillants. De plus, l'apparition du riz dénommé Mar sur le marché de 800 arrières le capoc a permis la baisse du prix. Ainsi, le prix du riz importé le moins cher atteint les 770 arrières le capoc. L'équilibre des produits, notamment l'offre en grand nombre et la diversité des produits, permettent aussi cette baisse du prix, que ce soit le prix du riz importé que le prix du riz local, selon toujours les explications. Et le prix peut encore baisser jusqu'à 750 arrières, affirme un détaillant. Par ailleurs, le ministère de l'Industrialisation et du Commerce ne cesse de mettre en place des stratégies pour baisser le prix, comme la mise en place de la Task Force Riz avec le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage avec les acteurs. Le ministre poursuit également les discussions avec les collecteurs, les grossistes et les importateurs professionnels de Tuamas et de Touliar. Un numéro vert a été mis à la disposition des consommateurs, le 261, pour dénoncer les abus et les non-respects de la loi. Dans un autre sujet, le programme gouvernemental Ankuunanamiarn, basé à Fieferamang, dans le district d'Arivunmam, illustre avec succès l'impact des techniques agricoles modernes, notamment la méthode Fumvusa, lors d'une visite officielle menée par le secrétaire d'État chargé de la souveraineté alimentaire, accompagné des responsables du programme Fumvusa and Crown ou PPC et de la Foundation for Farming. Les résultats remarquables obtenus par les familles bénéficiaires ont été constatés sur le terrain. Sylvain et Secha Indiana nous en disent plus. 7 foyers sont actuellement installés dans le cadre du projet pilote Ankuunanamiarn, parmi lesquels l'exemple inspirant de la Laine et de sa famille. Anciens habitants d'Apeflou à Moudran, ils ont été relogés dans des maisons offertes par le gouvernement. Sur une parcelle de 24 mètres carrés, la famille cultive désormais du riz, des courgettes et des haricots, tout en appliquant des techniques Fumvusa. La Foundation for Farming a confirmé l'efficacité de la méthode Fumvusa pour accroître la productivité agricole et garantir la sécurité alimentaire. Ce programme s'inscrit dans une stratégie globale visant à optimiser les rendements tout en préservant les ressources naturelles. Le projet bénéficie également du soutien technique et opérationnel des experts du PPC. Le secrétaire d'État chargé de l'autosuffisance alimentaire, Taïnia Vrazanamayev, a souligné l'importance de cette initiative. L'objectif est de reloger 83 familles dans le cadre de ce programme, tout en renforçant leur capacité à atteindre l'autosuffisance alimentaire grâce à des méthodes modernes et durables, a-t-elle souligné. Le programme Ankuunanamiarn, initié sous l'impulsion du président de la République, Anji Radziwiłł, prévoit la construction continue de logements pour les familles bénéficiaires. Ces efforts s'inscrivent dans une vision globale de lutte contre la pauvreté et de promotion d'un développement durable à Madagascar. Et page de faits divers pour continuer. Selon l'article 335.3 du Code pénal, les relations incestueuses entre membres proches de la famille sont réprimées par la loi. Concernant l'artiste accusé de viol et de coups et blessures sur sa propre fille, il encourt une peine de travaux forcés de 5 à 20 ans, accompagnée d'une incarcération de 5 à 10 ans. L'affaire a été présentée devant le parquet hier et l'accusé a été placé en détention provisoire à la prison de Tiafa. Plus de détails avec Kouroudou, Christelle Rakout-Malal et Fanjessena Mireille. Viol d'une femme enceinte, relation incestueuse avec sa fille enceinte et violence volontaire sur une femme enceinte, tels sont les chefs d'accusation retenus contre l'artiste arrêté la semaine dernière. Hier, il a comparu devant le parquet d'Anoussi où il a reconnu les faits qui lui sont rapprochés.
Il a été placé en détention provisoire à la maison de force de Tiafa. Pour rappel, sa fille était encore mineure lorsqu'il a commencé à assouvir ses pulsions sur elle. Actuellement, cette dernière est en couple mais vivait avec son père. Cependant, les relations incestueuses se sont poursuivies. Selon nos sources, l'agression a eu lieu alors que sa fille et son ami s'apprêtaient à fuir avec l'argent qui se trouvait à la maison. Outre le viol, les relations incestueuses sont considérées comme des violences basées sur le genre, conformément à l'article 335.3 du Code pénal. Cela concerne les relations sexuelles entre parents et enfants, grands-parents et petits-enfants, ainsi qu'entre frères et sœurs. La victime est actuellement en traitement à l'hôpital. La procureure Narinjanaval Narakutunyan encourage vivement la population à signaler tout acte de violence basé sur le genre auprès des tribunaux ou des centres spécialisés. Ne pas signaler tout en ayant connaissance de tels actes peut entraîner des poursuites pour complicité. Et la commune rurale d'Itos ne sera plus délaissée en matière de développement dans le district d'Atsimoujan. Le développement de la commune sera désormais basé sur les intérêts de la population, selon le nouveau maire de cette commune aujourd'hui. Lors de la passation avec l'ancien maire, la commune travaille également avec le gouvernement dans le développement de la commune. Reportage sur les images de Anzar Razonarville. L'approvisionnement en eau constitue le principal problème auquel est confrontée la majorité des habitants de la commune Itos dans le district d'Atsimoujan. Il existe déjà une solution à court terme pour résoudre ce problème à travers l'installation de bonbonnes dans chaque faucontin de cette commune, d'après le nouveau maire d'Itos, Rassoulou Fourivou Adza Olivier, aujourd'hui. Un développement basé sur les intérêts du peuple, telle est la vision du nouveau maire, selon ses déclarations lors de la passation avec l'ancien maire aujourd'hui. Par conséquent, le problème du transport dans cette municipalité sera également résolu le plus tôt possible, notamment en introduisant les tuk-tuk, très prisés par les habitants dans le secteur formel. Comme solution à long terme, face au problème d'approvisionnement en eau et en électricité, la commune travaillera avec le gouvernement en installant une station de pompage et des panneaux solaires dans cette commune, a déclaré le député élu dans cette circonscription. La municipalité d'Itos continuera à travailler avec le gouvernement dans le développement selon toujours le nouveau maire. En ce qui concerne maintenant les actualités sportives, à l'issue d'un tournoi de qualification pour obtenir le ticket de participation à la FIBA Afrobasket 2025, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, la République centrafricaine et Madagascar vont se rencontrer du 21 au 23 février. Il est à noter que les 3 meilleures équipes de ce groupe D seront qualifiées pour l'Afrobasket qui se déroulera au mois d'août 2025 en Angola. L'Ankway, la formation masculine de Madagascar, entame ainsi sa préparation pour la 3e fenêtre de la phase qualificative de l'édition 2025 du principal championnat d'Afrique de basketball organisé par la FIBA Afrique. À l'issue de la première fenêtre organisée en Égypte au mois de février 2024, le classement provisoire renvoie l'équipe de Madagascar au 3e rang. Place maintenant aux actualités internationales, destination États-Unis. À peine investi, Donald Trump enchaîne les signatures de décrets. Le point sur ses premières actions en tant que président des États-Unis avec France 24. Des stylos jetés à la foule comme des trophées, ceux-là même qui viennent de signer les premiers décrets d'une très longue liste. Devant ses partisans réunis dans la Capital One Arena à Washington, les signatures s'enchaînent. Et en 2 coups de crayon, le retrait de l'accord de Paris sur le climat est acté. Merci monsieur. Le prochain décret est le retrait de l'accord de Paris sur le climat. Nous allons sauver des milliards de dollars en nous retirant du traité. Ce retrait hautement symbolique devrait entrer en vigueur dans 1 an environ, mettant un coup de frein aux efforts pour enrayer le réchauffement climatique. Quelques instants plus tard, de retour dans le bureau ovale, une nouvelle signature, coup de poing, celle du décret qui gracie une partie des assaillants du Capitole dans l'attaque du 6 janvier 2021. C'est pour le 6 janvier, pour les otages. Environ 1500 personnes qui seront complètement graciées. Et les signatures aux conséquences radicales se suivent sans s'arrêter. Sortie de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé,
Lever des sanctions décidées en février 2024 à l'égard de colons israéliens pour des violences à l'encontre de Palestiniens en Cisjordanie occupée. Ou encore réinscription de Cuba sur la liste noire des pays soutenant le terrorisme, malgré la récente décision de Joe Biden de l'en sortir. Le 47e président des États-Unis ne s'est d'ailleurs pas contenté de signer des dizaines de décrets chocs. Il a aussi multiplié les annonces, comme son souhait de déclarer un état d'urgence à la frontière avec le Mexique ou d'imposer des droits de douane de 25% aux produits venant des voisins canadiens et mexicains à compter du 1er février. Ensuite, le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza s'est maintenu lundi, au deuxième jour de l'entrée en vigueur d'un accord fragile visant à mettre fin à 15 mois de guerre. L'aide humanitaire destinée à fournir de la nourriture au plus grand nombre possible d'habitants du territoire côtier continue ainsi d'affluer. Reportage sur les images de France 24. Depuis l'arrêt des combats, de nombreux Gazaouis tentent de retrouver leur maison. Sur leur route, des paysages de dévastation, comme ici à Rafah. Aujourd'hui, nous sommes revenus voir notre maison, mais nous nous sommes perdus en chemin parce que nous ne pouvions pas reconnaître le quartier. Tout est détruit, il n'y a que des ruines. 170 000 bâtiments de l'enclave palestinienne ont été détruits, soit 70% des structures du territoire. Selon le Bureau des Nations Unies, 1 800 000 personnes ont besoin d'un abri d'urgence à Gaza. Il n'y a plus rien pour pouvoir vivre, plus d'eau, plus de nourriture, plus rien. Qui voudrait vivre dans un tel chaos? Personne ne viendra vivre ici. Le cessez-le-feu conclu entre Israël et le Hamas prévoit l'entrée de 600 camions d'aide humanitaire par jour. Eau, nourriture, soins, la population est en manque de tout. Nous sommes dans une situation très difficile car nous avons connu 15 mois d'horribles combats. Les engagements en faveur de l'acheminement de l'aide, c'est bien, c'est essentiel. Nous nous concentrons sur l'eau et l'assainissement, la protection des enfants, certaines activités de santé. Les partenaires travaillent également, mais la situation est très difficile. Acheminer l'aide pose aussi des défis logistiques. 68% du réseau routier a été endommagé selon l'ONU. Des destructions qui touchent aussi les écoles et les centres de soins. Moins de la moitié des 36 hôpitaux de Gaza sont encore fonctionnels. Sur l'ensemble du territoire, la reconstruction de l'enclave est estimée à des dizaines de milliards d'euros et pourrait prendre des décennies. Et le président colombien Gustavo Petro a déclaré lundi l'état d'urgence interne et l'état d'urgence économique. Depuis jeudi dernier, des affrontements entre guérillas ont fait plus de 100 morts dans le pays et 20 000 déplacés. France 24. Une fois encore, ces habitants de la région colombienne de Catatumbo ont dû fuir. Ils tentent d'échapper aux menaces et aux balles des guérillas armées qui s'affrontent. Au nord-est de la Colombie, à la frontière avec le Venezuela, l'ELN, le groupe armé de libération nationale, a engagé une offensive meurtrière jeudi dernier pour éliminer son rival local, un groupe dissident de l'ancienne guérilla des forces armées révolutionnaires de Colombie, les FARC. Eh bien, ce sont les FARC qui prennent tout. Ils nous ont attachés de 11h du matin à 6h de l'après-midi. Ils ont dit qu'ils allaient chasser tout le monde, tuer des gens. Tout le monde a eu peur. Cette offensive a mis fin à la trêve et a entraîné la suspension vendredi des négociations de paix par le président de gauche Gustavo Petro, qui a accusé l'ELN de crimes de guerre. Face à cette situation, le gouvernement colombien a aussi décidé de renforcer les effectifs de l'armée. Plus de 5000 effectifs ont été déployés sur place. Il s'agit d'une zone proche de la frontière avec le Venezuela, où l'on dénombre plus de 55 passages illégaux. Ces groupes se déplacent de part et d'autre de la frontière, ce qui rend difficile une action efficace des troupes colombiennes dans ces territoires. La région de Catatumbo est souvent en proie aux conflits armés entre guérillas, notamment en raison de plus de 50 000 hectares de culture de coca. En 6 décennies, ce conflit a entraîné un déplacement massif de populations civiles et a fait plus de 9,5 millions de victimes. Mesdames et messieurs, point final de cette édition, nous vous remercions de votre fidélité. Et tout de suite après, vous allez suivre le film intitulé Présidente. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir à tous.